Merci Stéphane de ce point extrêmement complet du marché locatif, en tout cas avec une vision optimiste. On va parler d'investissement maintenant, et on va parler d'investissement avant de parler de la France, puisque habituellement dans les points marchés, on parle toujours de la France et de la France. Je vous propose qu'on passe 2-3 minutes à regarder un peu ce qu'est la France en matière d'investissement par rapport à l'Europe et par rapport même aux États-Unis. Le marché européen de l'investissement en 2014, c'était pratiquement 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros d'immobilier commercial et tertiaire, donc hors habitation, et 200 milliards d'euros qui se répartissent principalement dans, on va dire, 3-4 pays. Le premier d'entre eux, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est le pays qui a inventé l'immobilier d'entreprise, en Europe en tout cas. C'est un pays qui recèle, je dirais, toutes les classes d'actifs possibles, qui vont de l'entrepôt aux fermes industrielles, à l'hôtellerie, para-hôtellerie, santé, etc., etc. Donc c'est effectivement le leader du marché européen, et de loin, vous le voyez. L'Allemagne, numéro 2, effectivement avec un volume de 35 milliards d'euros à peu près, qui s'explique par rapport à la France, surtout à sa décentralisation, et au fait que le parc tertiaire allemand se répartit plutôt sur 4-5 villes que sur une seule, si on doit la comparer en tout cas à la France, même si tout ça est un peu schématique. Et puis la France, qui est sur le podium, c'est suffisamment rare pour le souligner, et donc effectivement avec 25 milliards d'euros et un volume conséquent en 2014, si on doit se comparer à nos autres pays voisins. Vous le voyez, juste derrière la France, ce sont les pays scandinaves qui représentent malgré tout pas loin de 20 milliards avec une industrie, une activité tertiaire très développée, notamment en Suède, au Danemark et en Finlande. Donc effectivement, un pays et un concurrent relativement solide. 200 milliards d'euros en Europe, c'est relativement peu comparé à ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis en 2014, 270 milliards d'investissements tertiaire et commercial, 270 milliards avec des chiffres absolument hallucinants pour New York. New York City, c'est 70 milliards d'euros, c'est plus que tout le UK. Los Angeles, c'est plus que l'Allemagne, ou c'est quasiment comme l'Allemagne, c'est 30 milliards d'euros, Los Angeles et son agglomération. San Francisco est supérieur à la France. Donc effectivement, vous le voyez, en part relative, l'Europe reste finalement relativement modeste par rapport à ces grandes villes américaines. L'autre caractéristique, je dirais un peu générale, c'est qu'effectivement, vous le voyez, là ce sont les statistiques du premier trimestre, puisqu'on vous donne quand même quelques chiffres du premier trimestre 2015 en Europe. D'une façon générale, tous les pays progressent. Tous les pays progressent avec des proportions évidemment différentes. Le UK, effectivement, continue de mener la barque, mais ce qui est tout à fait intéressant également, c'est de voir ces pays d'Europe du Sud, que sont l'Espagne et l'Italie, qui ont particulièrement souffert de la crise depuis 7-8 ans, et qui commencent à sortir la tête de l'eau, avec des volumes d'investissement qui sont relativement conséquents, prometteurs pour l'année 2015, mais certainement encore plus prometteurs pour 2016 et 2017. En termes de produits, vous le voyez sur ces images-là, et là c'est vrai partout en Europe, le marché est à très très forte dominante bureaux et commerce. 80% des volumes d'investissement sont sur bureaux et commerce avec des parts, vous le voyez, relativement modestes pour ce qui concerne l'hôtellerie, pour ce qui concerne l'industriel, même si effectivement l'immobilier logistique reprend un peu de vigueur en ce moment, ça reste relativement modeste par rapport aux poids lourds que sont bureaux et commerce sur le plan européen. Alors, après ces quelques chiffres européens, on peut regarder cette fois-ci la France de façon intéressante. Et en France, vous le voyez, on s'est projeté à fin juin, même s'il y a une petite part de Paris là-dedans, sur un volume qui globalement devrait représenter sur 6 mois 8 milliards d'euros. Alors vous le voyez, 8 milliards d'euros par rapport effectivement à l'année dernière, c'est un semestre qui est relativement modeste, puisque l'année dernière, il y avait eu 10 milliards
au deuxième trimestre, donc on est effectivement en retrait. L'autre point qu'on peut souligner, c'est qu'effectivement, on fait un pari d'un investissement très fort au deuxième semestre. Il y a aujourd'hui, en négociation avancée ou en deal closé, 3 ou 4 très grosses transactions. Je pense notamment à la vente du portefeuille d'Ivanhoe Cambridge à Gecina, qui porte sur près d'1,3 milliard. Je pense également à la vente du portefeuille de GE Capital auprès de Blackstone, qui va porter pour la partie française vraisemblablement entre 1,3 milliard et 1,5 milliard. Une grosse transaction de commerce qui est en cours, qui est à la fois en France et en Belgique, qui va porter sur, là aussi, pas loin autour de 1,5 milliard. Et puis, probablement, quelques transactions à la défense qui sont en préparation et qui devraient normalement aboutir au dernier trimestre, une ou deux tours qui peuvent représenter à chaque fois plus d'1 milliard d'euros. Donc notre pronostic, c'est que le deuxième semestre 2015 sera et pourrait être le plus gros semestre jamais réalisé sur les statistiques, au moins des 10 dernières années. Si on regarde la répartition des volumes placés en France sur le semestre, vous le voyez, une explication assez forte sur le fait qu'il y ait eu une baisse assez significative par rapport à l'année dernière, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de transaction de plus de 500 millions d'euros. L'année dernière, 4 ou 5 transactions, enfin au moins 4 transactions, avaient représenté à elles seules 5 à 6 milliards au premier semestre. La vente du portefeuille Risadamento de très beaux immeubles dans le 8e arrondissement, du côté de l'avenue Montaigne notamment. L'opération Carmila, vendue effectivement par Clépierre, qui était une opération de 2 milliards d'euros. La vente de Cœur Défense, qui est également un très très gros volume. La vente du siège de SFR à Saint-Denis, qui était de l'ordre qui représentait à peu près 700 millions d'euros. Donc ça, c'est effectivement très conséquent. Et on n'a pas eu, cette année, ce type de transaction. Donc le marché du début d'année s'est surtout porté, vous le voyez, avec une forte progression sur la tranche 200 à 500 millions d'euros. On va voir dans un instant sur quelles ont été les transactions les plus importantes. Un point important, sur le 0 à 50 millions, vous voyez une baisse assez significative qui s'explique surtout par le fait que face à l'énorme collecte d'épargne sur lequel on va revenir dans quelques instants, les investisseurs ont pour l'essentiel d'entre eux monté leur curseur et ceux qui achetaient jusqu'à 20, 30, 40 millions d'euros par actif sont plutôt passés au-dessus de 50. Donc effectivement, malheureusement, une baisse sur ce créneau-là, ce qui n'a rien de dramatique parce que ça se reportera de toute façon sur les autres créneaux. Alors, l'activité et l'actualité des opérations de grande ampleur de ce premier semestre, quelques grandes opérations de bureau, l'acquisition par Abu Dhabi Investment Authority d'un immeuble occupé par L'Oréal aux 2/3 à Levallois, une opération de près de 500 millions d'euros, avec une petite partie de risque locatif. Une opération également de bureau qui est l'acquisition par Primonial du siège d'Amundi à Montparnasse, auprès d'Adia cette fois-ci, pour plus de 300 millions d'euros. Alors également l'acquisition par la CNP du siège de Linklaters dans le 8e rue de Marignan, rue Marbeuf. Et puis également des opérations commerciales, la vente par Unibail à Allianz de Nice Étoile et une opération d'hôtellerie avec l'acquisition du Grand Hôtel par Qatarine Constellation pour un volume également assez important. Donc vous voyez, au-delà de ces 4 opérations-là, finalement, peu d'opérations de très grande ampleur sur ce semestre-là. Alors, qui sont les grands acteurs et qui ont été les grands acteurs depuis le début de l'année? Et je dirais que ce sont des grands acteurs qui étaient déjà présents en 2014, voire en 2013. Face à la baisse des taux d'intérêt, surtout des taux obligataires, on y reviendra aussi tout à l'heure, on va dire que la clientèle des collecteurs d'épargne a été plus que jamais présent. Ils ont représenté quasiment 50% des investisseurs sous forme tout à fait différente, des assureurs vie en direct, donc les grands assureurs vie français, mais également européens, les SCPI, qui collectent plutôt auprès des personnes physiques et des investisseurs privés,
Les OPCI, et là la partie OPCI représente une faible part puisqu'il s'agit là plutôt des OPCI uniquement grand public. Et enfin, les fonds d'investissement qui, via des asset managers, constituent des clubs deals en réunissant plusieurs assureurs vie pour faire des opérations. Donc c'est pas loin de 4 milliards d'euros. Ça veut dire que les autres investisseurs pour autant ne sont pas totalement restés inactifs, même si les foncières cotées ont eu un tout petit peu plus de mal à trouver des opérations qui correspondent à leurs critères d'investissement. Dans la catégorie autres fonds, il y a une petite partie qui concerne les fonds spéculatifs. Malheureusement, le marché français aujourd'hui ne recèle pas suffisamment d'opérations à création de valeur et du coup, une activité quand même plutôt ralentie sur la catégorie des fonds spéculatifs. Alors, face à cette collecte d'épargne extrêmement significative, quel a été le moyen, malgré tout, de sortir un tout petit peu des sentiers battus, de pouvoir éventuellement améliorer un tout petit peu son rendement? C'est de prendre des positions sur des opérations en blanc, sur des opérations où il y a du risque locatif. Vous le voyez, les chiffres de ce début d'année sont pas trop mauvais, 700 millions d'euros d'investis au premier semestre, c'est-à-dire autant que toute l'année dernière, et le double de 2013. Et on estime que pour le deuxième semestre, probablement à peu de choses près la même chose sera investie, d'après les informations que nous avons recueillies et les transactions sur lesquelles nous sommes nous-mêmes actifs, ce qui veut dire qu'on devrait terminer l'année sur l'investissement en VFA en blanc c'est-à-dire sans locataire, 1,4 milliard, comparable à 2011, comparable à 2008, encore très loin de 2006 et 2007, qui était une époque où, effectivement, beaucoup d'opérations étaient réalisées et beaucoup d'opérations avec des tailles unitaires très importantes. Alors, pour illustrer là encore les opérations en blanc, vous avez là, on ne va pas les détailler, mais vous les avez de façon un peu périphérique, toutes ces opérations réalisées qui ont deux caractéristiques. D'abord, elles concernent essentiellement Paris. Là également, c'est une nouveauté par rapport à 2006-2007 où énormément d'opérations ont été montées en première couronne et en banlieue d'une façon générale. Là, c'est extrêmement parisien. Là où il y a du foncier à Paris, c'est-à-dire dans le 13e, c'est MAPA, Paris-Batignolles, Clichy-Batignolles, où il y a pas mal de prises de risques. Et puis, évidemment, la première couronne ouest ou le bordure de périphérique, 19e, 20e, sur lequel il y a encore des charges foncières. La deuxième caractéristique, qui est assez intéressante, c'est que, par comparaison aux années 2006-2007, où notamment nos amis grands fonds, grands investisseurs allemands étaient capables de prendre des risques sur des opérations de 50 000, 60 000, 70 000 m², là, le maximum des risques pris, c'est 20 25 000 m². Vous le voyez ici, ce sont des opérations plutôt plus petites, donc avec une mesure du risque qui est quand même beaucoup plus maîtrisée qu'il ne l'était effectivement dans les années 2006-2007. Deuxième semestre, là aussi, un certain nombre d'opérations intéressantes qui ont exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire des opérations de moins de 20 000 m², qui sont situées dans Paris, ou en première couronne ouest, extrêmement bien connectées avec les transports en commun, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de vendre une opération à l'état futur si elle n'a pas la desserte, la qualité de configuration et, d'une façon générale, une qualité architecturale, mais on a bon espoir que ces opérations trouvent un placement dans le courant de l'année et probablement d'autres. Donc, un signe plutôt assez encourageant sur le plan des VFA, en considérant que le rendement sur les opérations en VFA est quand même plus intéressant que sur les opérations louées. Il y a une prime de risque d'environ 150 à 200 points de base, évidemment qu'on ne trouvait pas, qu'on ne peut pas trouver par ailleurs sur d'autres types de produits de diversification. Alors, les rendements qui restent quand même aujourd'hui un des sujets les plus intéressants et sur lequel il y a beaucoup à dire. On a fait ici deux courbes. D'abord la courbe des taux obligataires, donc les obligations d'État à 10 ans, qui restent quand même toujours dans l'œil du viseur de nos amis assureurs vie, puisqu'ils sont obligés de placer probablement pas loin de 80% de leur épargne, de l'épargne collectée sur l'OAT. Vous le voyez, donc l'OAT qui est descendu de façon vertigineuse depuis 2011. Pour remonter un petit peu, l'OAT ce matin était à environ 1,21, mais malgré tout, ça reste relativement faible, voire très faible. Et puis, parallèlement à ça,
les rendements des immeubles prime dans Paris quartier d'affaires, qui, comme vous le voyez ici, sont descendus de façon régulière. Aujourd'hui, il y a effectivement une prime de risque qui est effectivement de 260 points de base, si on considère que les meilleurs immeubles parisiens, loués long terme, sans risque locatif, avec un bail de 9 ans, restructurés lourd, se vendraient aujourd'hui autour de 3,75-4%. Eh bien, ça fait, à peu de choses près, 260 points de base de prime par rapport à l'OAT. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a calculé l'écart moyen, c'est-à-dire le spread moyen sur 10 ans entre l'OAT et les rendements immobiliers, qui est de 154 points de base. Donc, vous voyez qu'effectivement, l'écart est fort. L'écart, il est fort. Alors, comme le rappelait Stéphane tout à l'heure, ces taux sont calculés sur les loyers faciaux. Je dirais que même si on fait un abattement de 15% entre les loyers faciaux et les loyers économiques, vous le voyez, le spread reste quand même extrêmement positif et extrêmement vertueux, et ça explique effectivement l'essentiel de l'intérêt des investisseurs. C'est un phénomène qui est français, mais qui est également européen, même si effectivement on peut s'inquiéter de voir ces baisses de taux de rendement qui continuent de façon relativement vertigineuse. Alors, conséquence directe, baisse générale des taux. Une statistique qui nous a beaucoup intéressé, c'était de regarder l'évolution des rendements prime Paris, toujours la même statistique, les meilleurs immeubles de Paris, qui se vendaient en 2012 à 4,50 de rendement, qui, chaque année, perdent 25 points de base. 25 points de base de moins, 3,75 au premier semestre 2015. En tout cas, c'est les transactions que nous vivons aujourd'hui, on les transacte autour de 3,75. C'est assez impressionnant. Je pense que, pour ce qui concerne Paris, on devrait atteindre un point bas. Si on se réfère à ce qui se passe à Londres, dans le West End, où les taux obligataires sont plus importants qu'à Paris, et substantiellement plus importants, on arrive à des taux qui sont à peu près comparables. Donc, on pense qu'on arrive vraisemblablement à un plateau en termes de rendement sur la partie Paris intramuros. Si on regarde les autres régions, la première couronne, par exemple, là, c'est encore plus impressionnant. En 2012, on vendait du bord de périph' ou du Bon-Boulogne ou de l'Issy-Moulineaux à 6,25. Là où aujourd'hui, pour les mêmes immeubles, on va les vendre à 4,90. Vous le voyez, la baisse est encore plus forte que dans Paris. Ça s'explique aussi par le fait qu'il n'y a pas assez de grands immeubles dans Paris pour satisfaire tous les investisseurs. Donc il y a eu un report sur la première couronne, et donc un effet de masse, puisque la première couronne a recelé pas mal d'immeubles neufs, restructurés, avec des beaux long termes. La Défense, là encore, baisse assez vertigineuse, si ce n'est que la Défense, c'est moins intéressant parce qu'il y a eu finalement peu d'opérations à la Défense sur les 2 dernières années qui ont pu se passer, contrairement à Paris QCA ou à la première couronne. Le dernier point, c'est simplement la région. Vous le voyez, c'est probablement l'endroit où la courbe est la plus plate, où la baisse des taux joue le moins possible. Ça concerne principalement les taux de 5,25, concerne principalement Lyon-la-Part-Dieu et Lille. Et je dirais que ça s'explique aussi par le fait que les volumes de transactions sont plus faibles et que les loyers également sont plus flats. Donc là, a priori, on n'a pas vraisemblablement non plus à attendre de baisse de rendement significative. Alors, lorsqu'on regarde effectivement cette statistique, et la même statistique que montrait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire y a-t-il une relation entre la croissance économique et les volumes de placement immobilier en mettant les grands événements géopolitiques, vous le voyez, c'est tout à fait intéressant parce que là, il y a un vrai parallélisme et je dirais qu'il n'y a même pas l'effet retard qu'il y a sur le plan du marché locatif. En regardant bien cela, on se dit qu'on peut raisonnablement tirer 2 conclusions. La première conclusion, si on regarde 2006-2007, où on a battu les records de volume de placement, si on s'en souvient bien, même si c'était déjà il y a 7 ans, 8 ans, c'était un marché à l'époque extrêmement spéculatif. Un marché qui marchait avec la dette. D'ailleurs, comme vous le voyez, c'était la veille du début de la crise de la dette et de la crise financière. Et donc, effectivement, la motivation de beaucoup d'acquéreurs à cette époque-là, c'était d'acheter pour revendre rapidement, avec un profit rapide,
une plus-value rapide. Et je dirais que même les collecteurs d'épargne se sont prêtés à ce jeu-là pour dégager des plus-values, alors même qu'à l'époque, les grands assureurs vie achetaient plutôt pour 15 ans ou pour 20 ans. Là, il y a eu des ventes qui se sont faites dès lors que les immeubles sortaient du régime TVA, donc au bout de 5 ans ou 6 ans. Donc, je dirais que par rapport à cette période-là, aujourd'hui, même si les prix sont élevés, c'est plus un marché spéculatif, entre guillemets, c'est un marché de taux. Tout le monde cherche du taux. On place de l'argent à 1%, donc on cherche du taux, et c'est vrai qu'à 4%, sans gros risque locatif, eh ben, l'investissement est vertueux. Alors évidemment, c'est assis sur des valeurs vénales qui sont importantes, mais néanmoins, ça reste quand même un investissement qui est relativement sécurisé, en tout cas sur longue période. La deuxième conclusion qu'on peut tirer, si on essaye d'être un tout petit peu optimiste et de rêver une sorte d'alignement des planètes, on pourrait considérer qu'on va rester encore pendant quelques années, ou encore on va dire quelques années, dans un monde et dans un univers de taux bas, qu'on va continuer à peut-être profiter d'une parité euro-dollar plutôt favorable à l'euro, et donc à la venue d'investisseurs étrangers en France, peut-être profiter également de la politique monétaire de la BCE, qui continuera d'arroser au moins à court ou moyen terme, certainement, les places européennes de beaucoup de liquidités. Et si on a le bonheur d'avoir un tout petit peu de croissance économique, ce qu'on souhaite évidemment, ça devrait permettre effectivement de garantir au marché de l'investissement pérennité, liquidité et profondeur, qui sont les gages d'un bon investissement, à la fois sur le plan des investisseurs français et internationaux. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer. Un peu optimiste certainement sur le final, mais je pense que ce qu'il faut retenir simplement, c'est que même si les valeurs vénales s'élèvent, c'est vrai qu'il y a un petit sujet d'inquiétude sur le sujet, dès lors qu'effectivement la rente est là et que la rente est sécurisée et que les actifs sont de bonne qualité, je pense qu'il y a peu de risques, en tout cas à court ou moyen terme. Merci de votre attention.